Bonjour à tous. Désolé pour ce petit délai de commencement. On a eu des petits soucis techniques pour lancer la diffusion du webinaire. On vous souhaite la bienvenue du coup à ce dernier webinaire sur notre série de 4 webinaires destinés à l'accompagnement des apprentis sortants. On sait que dans ce contexte un petit peu incertain de crise sanitaire et de crise économique annoncée, il peut y avoir une inquiétude qui se génère pour vous, nos apprentis et nos alternants. Et c'est pour ça que le CFA a décidé de mettre en place cette série de webinaires euh, destinés pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi, étant donné que vous allez être bientôt sur le marché du travail. Avec moi, il y a Marina Fructus. Du coup, bonjour Marina. Bonjour à tous. Vous étiez déjà présente à un précédent webinaire sur le CV et la lettre de motivation. Donc, merci une nouvelle fois de nous Avec plaisir. accompagner. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu le thème de l'entretien d'embauche qui vient clôturer du coup cette série de 4 webinaires, comme je vous le disais. Vous pouvez bien évidemment revoir ces webinaires en replay. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, vous pouvez les voir et les revoir autant que vous le souhaitez. Alors, Donc, peut-être avant tout dire que nous, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser toutes les questions que vous souhaitez et on adaptera donc le contenu à ces questions puisque l'important vraiment, c'est de pouvoir répondre à vos préoccupations. voilà, on a une petite barre de chat sur le côté qu'on laisse ouverte, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra y répondre tout au long. Alors, lorsqu'on est dans sa recherche d'emploi, on postule généralement dans plusieurs entreprises, on répond à plusieurs offres, et si on a bien fait notre travail en amont sur le CV, sur la confiance en soi, comme on peut le voir sur les précédents webinaires, et si notre profil correspond, on arrive à décrocher normalement un entretien d'embauche. Oui. Du coup, se pose la question de comment réussir cet entretien d'embauche lorsqu'on en décroche un. Tout à fait. Donc, pour comment le réussir, on va voir qu'il y a un certain nombre de principes. Mais avant ça, j'aimerais vous faire passer deux messages. Pour avoir beaucoup recruté, il faut se dire que le souhait du recruteur, c'est que vous soyez le bon candidat. Parce que le recruteur voit beaucoup de candidats et donc pour lui, si vous êtes le bon candidat, ça veut dire qu'il avance effectivement dans le travail qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment la première des choses et c'est pas toujours le présupposé qu'on peut avoir. La deuxième chose qui pour moi est la plus fondamentale, c'est que c'est vous qui choisissez votre entreprise autant que ce que l'entreprise ou le cabinet de recrutement vous choisit. Donc, ça peut vous paraître bizarre, vous pouvez vous dire, bah oui, elle dit ça peut-être parce qu'elle n'est pas en recherche en ce moment. Non, pas du tout. Je dis ça parce que si vous vérifiez pas que l'entreprise correspond à vos souhaits et vous correspond, de toute façon, peut-être que vous n'allez pas vous y sentir bien et que vous n'allez pas y rester. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, ça change complètement votre posture. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une posture où vous voulez absolument être pris, mais vous êtes dans une posture où vous allez vérifier que ce poste et que cette entreprise vous correspondent. Et ça change tout dans l'esprit et donc aussi, ça change tout dans votre relation et votre positionnement dans l'entretien. Du coup, vous parliez là de grands principes pour réussir un entretien et de cibler sa recherche. Est-ce qu'il faut se définir des critères, par exemple, de recherche pour se préparer à chercher la bonne entreprise, l'offre en fonction de notre profil? Tout à fait. Comment on peut Alors, préparer tout ça? effectivement, la première chose, c'est la préparation des critères. Donc, il y a deux ordres de critères. Il y a ce que je vais faire en amont de l'entretien, où je vais effectivement décider vers quel type d'entreprise je vais me tourner, à quel type d'offre je vais répondre. Et déjà, pour déterminer ça, je vais me fonder sur mes critères fondamentaux. Donc, les critères fondamentaux que je vais ensuite vérifier en entretien. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, si moi j'ai besoin d'un poste où il y a du relationnel, c'était marqué sur l'annonce, mais est-ce qu'il y a bien du relationnel, par exemple? Si moi j'ai besoin qu'il y ait une bonne ambiance, qu'est-ce qui est fait dans cette entreprise pour qu'il y ait effectivement une bonne ambiance? Si moi, ce qui était important pour moi, c'est de pratiquer l'anglais, c'était dit, mais est-ce que effectivement, dans la réalité du poste, je vais pratiquer l'anglais? Donc, du coup, le premier principe, effectivement, c'est
sur définir mes critères pour pouvoir, pendant l'entretien, être sûr que ce poste correspond à mes critères. Donc, le deuxième principe, c'est préparer les questions que vous allez poser. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, pour moi, on ne réussit pas un entretien parce qu'on sait bien se présenter, ou parce qu'on est à l'aise, ou parce qu'on est bon à l'oral. On réussit un entretien parce qu'on pose des questions adaptées. Et que, surtout parce qu'on a préparé ces questions pour 2 raisons. Vous l'avez compris, en posant ces questions, vous allez d'abord vérifier que ça correspond à vos critères, mais surtout, vous allez poser des questions qui vont permettre de montrer que vous êtes compétent dans votre domaine. Si par exemple, vous cherchez un poste en RH et que vous posez des questions sur la façon dont est faite la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que vous demandez s'il y a une cartographie des compétences, que vous demandez s'il y a une matrice des compétences. D'après vous, Alexandre, qu'est-ce que ça apporte si je pose ce genre de questions? Dans le thème des ressources humaines, ça montre, pour moi, ça montre qu'on est déjà au fait du sujet, qu'on s'y est intéressé par avant ou qu'on est déjà au courant et qu'on est déjà compétent sur ce sujet-là. Exactement. Ça montre que je connais. Donc, du coup, beaucoup plus que déclaratif sur les compétences, par les questions que je pose, je prouve mes compétences. Donc, c'est pour ça que la préparation des questions, c'est vraiment le deuxième principe. Donc, premier principe, je définis mes critères. Deuxième principe, je prépare mes questions. Troisième principe, je prépare bien l'ensemble de mon entretien. Quatrième principe, pendant l'entretien, je suis à l'aise avec mon CV. Et cinquième principe, j'apprends à bien interagir pendant l'entretien. Donc, du coup, Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? On commence par quoi? Après l'exposition de ces 5 principes qu'on a vus, comment on pourrait s'y prendre du coup pour préparer un entretien? Est-ce qu'on s'y prend de façon chronologique? Comment un petit peu on peut aborder cette démarche de préparation en vue de la réussite d'un entretien? Donc, effectivement, il y a vraiment 2 choses. Il y a le avant et le pendant. Donc, pour le avant, le plus important, c'est effectivement la préparation. Donc, quel que soit le type d'entretien, parfois vous allez aller à des entretiens parce que votre réseau, pour vous aider, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un où vous n'êtes pas forcément intéressé. Par moment, vous allez aller à un entretien un peu par curiosité. C'était pas le poste que vous vouliez, que vous avez mis en 1 sur la liste, mais vous vous dites, bon, je vais quand même aller à l'entretien. Et par moment, vous êtes sur un entretien à fort enjeu. Quel que soit l'entretien, préparez-le à fond. Parce que même si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse au départ, d'abord, vous ne savez pas comment ça va se passer. Et ensuite, ça vous entraîne. Donc, la préparation, elle vaut pour tous les types d'entretiens. Donc, au niveau de la préparation, ce que vous allez faire d'abord, c'est vous intéresser à l'entreprise. Donc, c'est important de connaître l'entreprise avec les moyens que vous avez. C'est-à-dire, c'est important d'être allé voir sur le site de l'entreprise, d'être allé voir sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Parce que l'entreprise peut vérifier que vous avez bien lu son annonce et que vous êtes un peu renseigné. Et si vous n'êtes pas du tout renseigné, ça ne fait pas très sérieux. Souvent, ça peut être interprété, puisque vous savez que les interprétations dépendent de chacun, mais ça peut être interprété comme effectivement pas très sérieux et ça peut aussi être interprété comme le fait que vous ne soyez pas très motivé. En revanche, il ne faut pas à l'inverse que vous tombiez dans le piège de dire que vous connaissez très bien l'entreprise. Parce que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que du moment que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'avez une connaissance de l'entreprise que par rapport à ce que l'entreprise affiche. Donc, si en entretien, on vous demande est-ce que vous connaissez bien l'entreprise, vous dites moi, je me suis renseigné sur le site, je me suis renseigné sur les réseaux sociaux et j'ai des questions complémentaires à vous poser. Parce que si vous dites que vous connaissez à fond, à la première question que l'entreprise va vous poser, vous allez vous planter. Donc, des fois, on se dit, je vais dire que je la connais bien parce que ça fait bien. Non, il n'y a rien qui fait bien. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, c'est que vraiment vous êtes sûr. Donc, vous êtes tout le temps en authenticité, en franchise, en fait. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il y a cette partie connaissance de l'entreprise qui est effectivement importante. Ensuite,
il y a la partie d'avoir bien analysé l'annonce et donc bien compris ce que l'entreprise recherche. Et vérifier aussi peut-être justement nos critères personnels lors de la recherche. Est-ce que ça peut correspondre à ce que l'entreprise dégage et à ce que l'entreprise a mentionné dans cette offre d'emploi? Exactement, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même a ses propres critères. Mhm. Donc vous, au vu de l'annonce, vous avez une interprétation personnelle de ces critères et pendant l'entretien, vous allez les vérifier. Et vous pouvez aussi présupposer que eux, pendant l'entretien, ils vont vérifier que vous correspondez bien aux critères qu'ils ont affichés et peut-être à certains qu'ils n'ont pas affichés et qui sont effectivement sous-jacents. Donc ça veut dire que vous analysez à fond l'annonce et que, par exemple, s'il y a marqué qu'on est dans une start-up basée sur l'intelligence collective, vous vous doutez qu'il va y avoir le côté collaboratif. Donc, si ce côté collaboratif existe dans votre profil, vous allez le mettre en avant. Si dans l'annonce, on insiste énormément sur la rigueur, vous allez montrer dans votre expérience tout ce qui peut démontrer que vous êtes rigoureux, que vous préparez les choses, que vous les anticipez, que vous les clôturez. Voilà. Donc, du coup, toutes les qualités qui sont marquées et toutes les qualités qui sont afférentes aux missions qui sont citées, c'est important de voir si elles correspondent dans votre expérience et de pouvoir les illustrer. Donc, il y a tout un travail de traduction des critères. Bien sûr, ça sera votre interprétation, mais ça vous donne quand même des billes sur ce qui peut être attendu par l'entreprise. Donc, ensuite, bien sûr, c'est important que vous prépariez votre présentation. Donc, sur la préparation de la présentation, ce qui est important, c'est déjà de ne pas vous mettre à réciter votre CV. Donc, déjà, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on fait plus ou moins un CV par offre, hein, c'est-à-dire que votre CV, déjà en amont, vous l'avez adapté. Vous l'avez adapté au poste. Par contre, c'est important de ne pas le réciter, de pouvoir effectivement s'en dégager. Et surtout, la première des choses, c'est se dire que vous n'allez pas vous présenter de la même façon si vous vous présentez à un DRH ou si vous vous présentez à un opérationnel. Ou si vous vous présentez à l'opérationnel qui sera votre futur chef. Pourquoi? Parce que si vous vous présentez à un DRH, par exemple, admettons que vous ayez un master en informatique, vous présentez à un DRH et pour le convaincre, vous lui montrez toute l'expertise que vous avez en informatique, vous citez tous les langages que vous maîtrisez, Linux, COBOL, etc. Le RH qui comprend rien du tout. C'est-à-dire que lui, c'est pas du tout son domaine, si vous voulez. Donc, c'est pas ça qui va le convaincre. Donc, le RH, il faut beaucoup plus lui parler de vos réussites, lui parler lui montrer en fait quelle est votre personnalité, faire émerger vos compétences, parler de vos valeurs, voilà. Se présenter, globalement, le RH, qu'est-ce qu'il va regarder? En premier, il va regarder la cohérence de votre parcours. Donc, ce qu'il faut être capable d'expliquer dans l'entretien, parce que ça, c'est vraiment une des lunettes que regardent les recruteurs, c'est les choix du parcours. Donc, par exemple, c'est pas grave si vous avez des trous dans votre CV. Il n'y a rien qui est grave du moment où vous êtes capable de l'expliquer. Donc, il faut vraiment se focaliser sur pourquoi j'ai fait ces choix. Ben oui, j'étais partie vers le commercial. Et puis, pour des raisons personnelles, pendant 1 an, j'ai dû travailler, donc j'ai arrêté mes études. Et puis finalement, pendant cet arrêt d'études, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait davantage, c'était l'informatique. Et du coup, maintenant, j'ai un vrai projet autour de l'informatique. Donc, c'est vraiment être capable d'expliquer ses choix et d'expliquer son projet. C'est ça qui est fondamental. Donc, maintenant, par contre, quand vous parlez à l'opérationnel, qui soit votre futur chef ou le chef de votre futur chef, là, ce qui est évident, c'est que là, vous allez parler technique. Et là, vous allez montrer ce que vous maîtrisez. Par rapport, vous allez commencer par parler de ce qui correspond à l'annonce. Je reprends l'informatique, il y avait des langages marqués dans l'annonce. Vous allez commencer par parler de votre expérience sur ces langages. Mais vous allez aussi montrer que vous en connaissez d'autres. Donc, et ensuite, quand vous êtes avec l'opérationnel, là, c'est vraiment important de vérifier que vous avez envie de travailler avec lui. Donc, lui, vous allez vraiment lui poser des questions pour comprendre comment il fonctionne. La RH, elle vous donnera des infos sur les valeurs de l'entreprise, mais l'opérationnel, lui, va vous donner davantage des infos sur le fonctionnement au quotidien. D'accord ? Ce qu'on peut retenir là, du coup, de cette préparation avant, et c'est un message aussi qui a été répété du coup dans le précédent webinaire sur la préparation du CV, de la lettre de motivation. Ça serait la
personnalisation, je dirais, ou l'adaptabilité, adaptation du CV, de la lettre de motivation et du discours en fonction de l'entreprise, de l'offre à laquelle on répond, du poste sur lequel on postule, pour vraiment se mettre en avant et montrer qu'il y a une certaine préparation derrière de l'entretien. Exactement. C'est vraiment le mot personnalisation je pense qu'il faut que vous reteniez, c'est important. Et donc, au-delà de votre présentation, alors vous préparez les questions types qui tombent pas toujours, mais qui tombent très souvent. C'est quels sont mes points forts, quels sont mes points améliorés. Des fois, on dit quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Donc, vous m'avez préparé au moins 3 sur les qualités, 3 sur les points améliorés. Donc, en général, on a les défauts de ces qualités. Donc, si par exemple, en qualité, on est perfectionniste, ben, en défaut, on peut être des fois un peu rigide. Voilà. Donc, du coup, vous essayez toujours de prendre le défaut de votre qualité. Par contre, évidemment, vous ne mettez pas des choses qui peuvent se retourner contre vous. Si, par exemple, vous avez tendance à repousser les choses, à ne pas les faire tout de suite, ce qu'on appelle la procrastination, vous n'allez pas forcément le dire, là, ce défaut-là, vous n'allez pas forcément le dire comme ça. Hein. Donc, mettez des défauts et des qualités qui soient vraiment la vérité, mais en même temps, qui ne sont pas en contradiction avec le poste. Si vous êtes dans un poste sur la réactivité, vous ne dites pas je suis dans la procrastination. Et d'ailleurs, vous vous posez des questions sur l'adaptation du poste. C'est une des choses que vous vérifierez. Donc, vous préparez ça. Ensuite, quelque chose qui est important à préparer, parce que c'est dur à trouver quand on vous le demande d'un coup, c'est si on vous demande de citer des réussites et si on vous demande de citer des échecs. Donc, c'est bien que vous ayez des réussites. Alors, ne vous limitez pas à l'expérience professionnelle, vous avez une expérience de stage, mais ça peut très bien être des réussites personnelles. Par exemple, je suis coach dans un club sportif. Une de mes réussites, c'est que mon groupe de jeunes a gagné ce tournoi, par exemple. Donc, et du coup, pensez toujours à ce que ces réussites révèlent. Dans mon exemple, ça va révéler la capacité de management, la capacité de coopération, le jeu collectif. Voilà. Donc, réussite, et vous pouvez en faire par catégorie de ce que ça prouve. Et puis, échec. Pareil, vous pouvez prendre des échecs dans la vie perso ou des échecs sur le plan professionnel en fonction de votre expérience. Je pense que ces questions-là, c'est mieux de les avoir en tête. Après, vous pouvez avoir des questions du genre si vous aviez un souhait, qu'est-ce que ce serait? Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Si vous aviez un rêve, qu'est-ce que ce serait? Bon, celles-là aussi, vous pouvez les préparer parce que quand elles tombent, elles sont quand même pas simples. Et surtout, préparez bien les questions sur votre projet professionnel. C'est-à-dire, on va vous demander quel est votre projet au-delà de ce poste. Donc là, préparez bien les réponses. Alors, soit vous avez un projet qui est très clair. À ce moment-là, vous le dites si c'est compatible, c'est-à-dire si dans votre projet, l'idée, c'est de rentrer dans cette entreprise d'un an et après de partir, vous dites peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà, mais vous pouvez dire, par exemple, que vous souhaitez d'abord faire ce poste, ensuite évoluer, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et, ou alors, d'ailleurs, que vous avez un projet, qu'un jour, vous aimeriez faire un tour du monde et que vous avez le temps, c'est une césure, ça peut tout à fait aussi. Mais en tout cas, si vous avez des projets clairs d'évolution, vous le dites. Mais vous pouvez aussi très bien dire, parce que des fois, on n'a pas de projet. Et on se dit, mais si je dis que je n'ai pas de projet, voilà. Alors, si effectivement, vous n'avez pas de projet ficelé, vous pouvez très bien dire, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est effectivement réussir dans ce poste de chef de produit. Et en fonction de la façon dont ça va se passer, je verrai vers quoi je veux m'orienter pour la suite. C'est-à-dire, ça, c'est absolument pas un souci. Du moment que vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un qui a une carrière tracée, vous, votre philosophie, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs pour votre expérience d'alternance, c'est que vous avez saisi les opportunités. En fonction de ces opportunités, vous avez creusé et vous avez découvert ce qui vous correspond le mieux. Et au fur et à mesure, vous avez avancé. Et c'est pour ça, par exemple, que votre première alternance, vous l'avez faite dans le domaine de la grande distribution, que la seconde, vous l'avez faite dans le domaine de la recherche et que vous vous êtes aperçu que ce qui vous intéresse vraiment, c'est le domaine de la grande distribution, par exemple. C'est vraiment des exemples que je donne. Mais encore une fois, du moment que vous pouvez tout expliquer, il n'y a pas de souci. Et si vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse, il y a toujours quand même une réponse. Mais préparez votre projet. Parce que ça, on va vous demander comment vous souhaitez évoluer, quel est le projet. Ça me paraît vraiment important. Donc ensuite, on peut revenir sur la préparation des questions. Oui. Donc du coup, Alexandre, pour quel type de poste vous pourriez postuler vous?
Ben, moi, du coup, ça serait pas forcément l'informatique, comme vous preniez l'exemple au début, ça serait plus le marketing, la communication, en général, que ça soit chef de produit, chef de projet marketing, chargé de communication, etc. Donc, imaginons que je sois une société, admettons, à peu près 400 personnes, admettons, dans le domaine maritime, et puis je Mhm. cherche effectivement un chef de projet digital. Mhm. Donc, je vous reçois en entretien. Quel type de questions vous me posez? Alors, personnellement, j'orienterai plus mes questions du coup sur la vie de tous les jours et le poste en question. Du coup, quel type d'outils d'emailing vous utilisez? Pour la conception graphique, est-ce que vous faites appel à des prestataires externes ou est-ce que vous internalisez tout? Est-ce que vous imprimez les documents? Est-ce qu'il y a un service d'impression par hasard? Est-ce qu'il y a un service d'impression par hasard dans l'entreprise, ce qui fait que ça n'externalise pas ce service-là? Est-ce que je travaillerai dans un service où on est 3, où on est 10, où il y a une plus grande interactivité entre les personnes? Ça serait plus des questions, je pense, autour du poste et du vécu tous les jours et des conditions dans lesquelles je travaillerai avec mon équipe. C'est super parce que justement, l'important, c'est que vous vérifiez que ces conditions vous correspondent. Donc, Mhm. dans toute la première partie des questions que vous avez citées, sur est-ce qu'il y a un emailing, est-ce que là, vous démontrez vos compétences. Parce qu'à partir du moment où vous parlez d'emailing, vous parlez de traitement, marketing, vous parlez de sous-traitant, ça veut dire que vous connaissez le métier. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment les questions que je vous invite à préparer pour montrer que vous connaissez le métier tout en même temps recueillant de l'information. Puisqu'on est bien d'accord que dans cette partie, grâce à vos questions, vous allez recueillir de l'information qui va vous permettre de savoir si ça correspond à vos critères et qui va en même temps prouver vos compétences. Donc, pour la partie est-ce que ça correspond à mes critères, dans ce qu'Alexandre a proposé, à mon avis, vous vérifiez vos critères en disant est-ce que j'interagis vraiment avec des gens, Mhm. est-ce que je suis tout seul, comment ça se Est-ce passe. que je suis, oui, intégré dans une petite équipe ou dans une plus grande équipe où il y aura peut-être plus de travail de groupe? Euh, oui, les logiciels aussi, si j'ai déjà une expertise sur certains logiciels, est-ce que je vais retrouver la même chose sur le poste sur lequel je postule? Ça serait un petit peu pour évaluer euh, l'intégration dans l'entreprise et si le poste correspond à ce que j'ai déjà fait et à mes critères. Voilà, à ce que vous avez déjà fait et ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc, du coup, il faut absolument pas hésiter à poser toutes ces questions. Et peut-être en amont de ces questions, c'est bien aussi d'en poser quelques-unes sur les enjeux de l'entreprise, c'est-à-dire bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils recrutent? Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est un remplacement temporaire de quelqu'un qui est parti, par exemple, en congé maternité? Est-ce que ça peut après se prolonger? Et quels sont les enjeux de l'entreprise? Par exemple, si on prend le marketing, est-ce qu'ils créent, admettons que c'est une création de poste, est-ce qu'ils créent cette fonction parce que par rapport à leurs concurrents, c'est un domaine sur lequel ils ne se sont pas encore assez penchés et maintenant ils ont du mal à faire connaître leur offre? Est-ce qu'ils créent le poste parce qu'ils prévoient une réorganisation pour le futur? Voilà. Donc, c'est très important de comprendre pourquoi il y a ce recrutement. Ensuite, de comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise. Donc, développement, concurrence, difficultés passagères, enfin vraiment le contexte, les enjeux, les objectifs. Et ensuite, puisque vous passez à travers le tamis de vos critères, c'est important aussi de connaître les critères du recruteur. Donc, du coup, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il attend de vous. Comment est-ce qu'il saura que il a recruté la bonne personne? Quels sont pour lui les critères majeurs qui font un bon chef de produit? Qu'est-ce que pour lui un bon chef de produit, par exemple? Si vous postulez pour chef de produit, qu'est-ce que pour lui un bon chef de produit? Voilà. Donc, vous pouvez très bien retourner ces questions-là parce que ça permettra que lui vous dise, et c'est peut-être pas la même chose pour vous. Si vous dites un bon chef de produit, c'est quelqu'un qui me fait de la veille tout le temps sur les réseaux, qui me fait du benchmark, qui me fait des notes. Si vous, ce que vous voulez, c'est de l'hyper opérationnel, c'est peut-être pas votre vision du bon chef de produit. Et si vous ne voulez pas poser la question, vous ne le verrez peut-être pas dans l'entretien. Donc, effectivement, moi, je crois que Alexandre a dit quelque chose qui est
fondamentale et peut-être plus claire que ce que j'ai dit, c'est vous vérifier l'opérationnel. Comment ça va se passer? Donc, concrètement, avec qui vous allez interagir, comment et pour quels objectifs. Et qu'est-ce que, en recrutant, parce qu'une entreprise, quand elle recrute, c'est qu'elle investit. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de cet investissement? Donc, vous allez l'avoir côté RH, avec plus, vous pouvez poser des questions davantage sur les valeurs de l'entreprise, comment on évolue dans l'entreprise, quelles sont les pratiques globales de l'entreprise. Et avec votre futur chef et l'opérationnel, là, vraiment, vous allez poser des questions très précises sur comment ça va fonctionner. Et effectivement, ça me paraît important pour être sûr que le poste vous correspond. D'accord. Ensuite, alors, on a insisté sur la préparation, donc vous avez compris, un entretien, ça se prépare, mais se préparer, c'est pas se conditionner. C'est-à-dire que, comme vous avez beaucoup préparé, vous allez quand même arriver avec un a priori, le plus important, c'est vous dire que sur le moment, vous allez vous adapter. C'est-à-dire que des fois, ça se passe pas du tout comme prévu. C'est-à-dire que des fois, par exemple, vous avez un entretien, vous savez qu'il y a 10 candidats, vous vous dites, bon, moi, par rapport à mon expérience, je suis loin d'être le mieux loti. Donc, ça va être compliqué. Alors, je prépare une argumentation. Et puis, en fait, la personne vous reçoit de façon très ouverte, vous donne pas du tout l'occasion de faire ça, mais au contraire, vous parle d'autres sujets plus globaux. Ben, ça se passe pas comme vous aviez prévu. Votre préparation, elle vous sert parce que de toute façon, vous vous sentez du coup plus solide, mais vous vous adaptez et vous parlez du reste. Voilà. Donc, j'insiste, c'est pas se conditionner, c'est vraiment se préparer. Du coup, oui, on a vu toute la partie de préparation avant l'entretien. Et là, on embrayait petit à petit du coup sur le pendant. Comment réussir un entretien du coup pendant qu'on est en face à face avec le recruteur. Il y a une petite partie d'adaptation en fonction du contexte, en fonction du recruteur. Quels seraient les principaux éléments à prendre en compte pendant l'entretien réellement, après la préparation? Alors, donc effectivement, la première des choses, c'est c'est se dire que recherche le recruteur. Donc, vous avez différents types de recruteurs. C'est pas pareil que c'est un cabinet ou si c'est une entreprise. Un cabinet, ils ont vraiment un cahier des charges. Donc, ils vont vérifier que vous rentrez pile dans le cahier des charges du client. Une entreprise en direct, elle va plus vérifier que vous êtes dans les valeurs de l'entreprise et que vous avez les compétences qui sont attendues. Donc, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, il y a plusieurs façons de mener les entretiens. Alors, pour moi, je pense que c'est quand même de plus en plus rare, mais ça doit quand même exister. Il y a des recruteurs qui vont essayer de vous mettre la pression. Bon, moi, je pense que c'est vraiment pas du tout la bonne méthode parce que quand on nous met la pression, c'est justement là qu'on va pas être naturel et donc c'est sûrement pas là qu'on va arriver à vous connaître. Ceci dit, si la personne fait ça, moi, je pense qu'il faut rester naturel et l'accepter jusqu'à un certain point. C'est-à-dire pour montrer que ça ne vous démonte pas, mais il faut quand même dérouler votre plan à vous, qui est les questions que vous allez poser. Voilà. Hein, donc, il faut rester sur simplement montrer que ça ne vous démonte pas. Voilà. Hein, mais pas se laisser impressionner, se dire que là, s'il fait ça, c'est qu'il applique une technique. Voilà, c'est tout. Hein, donc, il n'y a pas de bon, de mauvais, de... Voilà. Donc, par contre, effectivement, au contraire, il y a des recruteurs qui vont tout faire pour vous mettre à l'aise. Donc, moi, c'est ma méthode. Et du coup, moi, ma technique en entretien, c'est de parler essentiellement de l'extra-professionnel. D'où, on l'a dit sur le CV, quand vous mettez des hobbies, mettez vraiment des sujets dont vous avez envie de parler. Alors, pourquoi sur l'extra-professionnel? Parce que c'est là que vous allez être le plus naturel. Donc, si vous me racontez votre sport préféré, c'est là que vous allez être le plus naturel. Donc, surtout, ne mettez pas lecture, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez lu l'an dernier? Vous me dites, j'ai lu Biba ou le journal de l'auto, il y a 2 ans. Non. Voilà, vous mettez vraiment des sujets dont vous avez envie de parler et qui vont effectivement vous valoriser. Donc, ensuite, pendant l'entretien, le principe, c'est déjà, première chose, prenez des notes. Alors, et ça, vous ne le faites pas toujours, vous êtes assez peu à le faire. Alors, pourquoi? D'abord parce que ça fait sérieux, effectivement, de prendre des notes, surtout quand on est avec des vieilles générations comme moi, mais je pense que même globalement, ça fait quand même sérieux. Et ensuite, vous
pendant l'entretien, vous n'allez pas tout retenir parce qu'il y a quand même un aspect émotionnel, vous êtes engagé dans l'entretien. Donc, ça vous permet aussi après de prendre du recul et si vous avez à choisir entre plusieurs postes, d'avoir une traçabilité. Et le fait de prendre des notes, au moment où vous prenez des notes, comme vous êtes dans le feu de l'action, vous pouvez en même temps sur votre papier noter sur le côté 2 mots pour vous faire penser à poser telle question. Du coup, adapter effectivement les questions que vous allez poser. Ensuite, quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est important de dire son ressenti. C'est-à-dire que si par exemple c'est votre premier entretien, vous êtes excessivement stressé. Vous êtes stressé au point que ça se voit. Donc, il vaut mieux le dire. Parce que de toute façon, si vous ne le dites pas, ça se voit. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est que si vous dites la réalité, c'est-à-dire je suis stressé parce que c'est la première fois que je passe un entretien, l'avantage en plus, c'est que votre stress, vous allez le déposer parce que vous l'aurez dit. Et la personne en face, elle va se dire que vous êtes franc et que vous êtes capable d'assumer vos émotions. Donc, ce n'est pas la culture française, mais c'est beaucoup mieux de le faire. De même que si, je ne sais pas, pour X raisons, vous pouvez aussi être stressé parce que vous avez eu des problèmes personnels, pour des telles raisons, pas de dispo, pas être aussi bien que d'habitude. Vous le dites, vous pouvez très bien dire, bon, écoutez, je sors de 5 jours de grippe, je tenais absolument à venir à l'entretien, j'espère que je serai aussi réactif que d'habitude. Voilà, vous le dites. Est-ce que ça serait pas pénalisant justement pour le candidat, même si c'est pas trop dans la culture française, de parler par exemple de ses échecs, on en parlait tout à l'heure, ou de son ressenti et de dire qu'on peut être stressé, ce qui pourrait nous donner l'impression d'être moins performant par exemple qu'un autre candidat. Est-ce que ça serait pas pénalisant pour le candidat Parce qu'on a toujours la d'annoncer ça? grande peur de montrer nos faiblesses. Et en fait, le truc, c'est qu'elles se voient. C'est-à-dire que si vous êtes stressé, on voit que ça. Donc, si vous le dites, ça veut dire que vous êtes conscient que vous êtes stressé et ça veut dire que vous l'assumez, vous êtes capable d'en parler. Donc, en tout cas, par exemple, avec un RH, ça passe super bien parce que les RH sont quand même formés à tout ce qui est communication interpersonnelle. Donc, autant le dire. Et souvent, le premier entretien est plutôt avec un RH. Donc, effectivement, autant le dire. Alors, je vois qu'on a une question. Donc, on va passer directement à cette question. C'est comment aborder la question du salaire. Donc, la question du salaire, c'est effectivement, je pense que la question veut dire est-ce que c'est comment vous répondez à la question du salaire ou comment vous l'abordez? On va faire les deux. Donc, si on vous demande quelles sont vos prétentions, je pense que c'est toujours important que vous disiez une fourchette. Vous ne dites jamais un salaire. Par exemple, vous dites entre 25 et 30 KE brut annuel. Ayez toujours en tête que c'est en général, c'est le RH que vous avez parlé salaire. Le RH, il ne parle qu'en brut, annuel. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de dire, par exemple, je veux comme salaire 1600 euros net. C'est pas du tout, vous convertissez votre 1600 euros net en brut et vous le multipliez par 12 et vous dites combien vous voulez en annuel. D'accord? Sinon, vous ne parlez pas du tout le langage RH, parce que pour le RH, le net n'existe pas. Ce qui existe, c'est le brut sur lequel, effectivement, sont payés des charges. Donc, déjà, vous dites une fourchette. Sachant que, évidemment, le bas de votre fourchette, c'est le minimum que vous voulez et que vous faites une fourchette à peu près de 10 KE. Voilà. Et du coup, ça vous permet de ne pas vous arc-bouter sur quelque chose et ce n'est pas un prix. C'est la première chose. Ensuite, sinon, si la personne ne l'aborde pas, vous pouvez vous dire, par exemple, demander la politique de salaire de l'entreprise. Dire, voilà, est-ce que vous avez des grilles de salaire? Est-ce qu'effectivement, c'est en fonction de l'âge? Est-ce que quand on est débutant, il y a des grilles particulières qui s'appliquent? Donc, vous posez des questions sur la politique salariale. Et ensuite, vous pouvez très bien dire, est-ce que pour ce poste, un salaire a été défini? Voilà. Et vous verrez aussi, si elle vous dit en fonction du profil, donc à ce moment-là, elle va vous dire quelles sont vos prétentions forcément. Hein. Donc, c'est une façon d'amener la question du salaire, sans dire directement combien c'est payé. Mais ça vous permet aussi de savoir la politique. Ça, c'est important parce que des fois, on est bloqué par des grilles. Il faut bien que vous compreniez que des fois, on a l'impression que le RH fait exprès de ne pas vouloir nous donner, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a, en tout cas, les grosses entreprises ont des grilles. Et les grilles, ça veut dire qu'en fonction de l'âge, j'ai un certain salaire. Donc, en junior, vous pouvez très bien être bloqué parce que si je vous donne plus, ça veut dire que vous ne pourrez pas évoluer parce que 5 ans après, vous aurez le même salaire si je vous donne le salaire de quelqu'un qui a 5 ans d'ancienneté. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. D'accord. Et bon, du coup, on a abordé la question du salaire. Est-ce que ce type de question sur les conditions salariales, les congés par exemple, les conditions d'évolution,
est-ce que ces questions-là peuvent être abordées directement dans le premier entretien? Parce qu'on peut ne pas savoir si on va avoir un deuxième entretien avec la RH, par exemple, ou personnellement, moi, ça m'est arrivé de passer un entretien et pas forcément de voir que derrière, il y avait un deuxième entretien. Donc, de pas forcément savoir si je pouvais poser ces questions-là ou pas. Est-ce que c'est des questions qu'on peut poser facilement ou il faut essayer de discuter pour avoir ces réponses de façon plus subtile, j'ai envie de dire. Moi, je pense que la question du salaire, vous pouvez tout à fait l'aborder. C'est-à-dire que vous avez deux cas de figure. Ou c'est marqué sur l'annonce et c'est clair, hein, ou si c'est pas marqué sur l'annonce, je pense qu'à un moment, c'est quand même important de l'aborder. Après, en ce qui concerne la question des congés, etc., il faut faire attention. C'est-à-dire que soit pour vous, c'est un critère fondamental, et à ce moment-là, vous voulez être sûr que vous êtes à 35 heures, vous voulez être sûr que vous avez 20 RTT, ou non, 12 RTT ou 15, enfin bon, vous avez, mettons, un minimum, vous dites que vous voulez 10 RTT, et vous voulez absolument le vérifier parce que c'est une condition pour vous. Bon, à ce moment-là, vous pouvez poser la question. Mais sachez que de la part du recruteur, surtout en premier entretien, c'est pas forcément bien vu. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir démarré, demander quels sont les congés, quels sont les avantages, quels sont les horaires, est-ce qu'on est sûr qu'on aura notre train à 17 heures, c'est pas top. Par contre, si vous avez des vraies contraintes, ça c'est important de le dire. Par exemple, le dire, bon ben moi je suis vraiment, il n'y a pas de problème, j'habite à 1 heure d'ici, mais j'ai aucun souci pour venir. Bon, en revanche, effectivement, si j'aimerais aborder la question des horaires, simplement parce que j'ai regardé, j'aurais plutôt un train à cette heure-là, est-ce que c'est compatible, est-ce que ça ne l'est pas? Si ça ne l'était pas, je m'organiserais différemment. Du moment que vous présentez une alternative et que vous ne mettez pas un ultimatum et que vous montrez au contraire que vous le faites parce que vous êtes motivé, que vous êtes déjà posé les questions de comment vous adapter au poste, vous pouvez tout aborder. Donc, c'est plutôt dans la façon dont vous l'abordez. D'accord. Ensuite, par exemple, si vous avez un entretien et vous ne savez pas très bien quand vous aurez la réponse et vous avez prévu, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais de partir 3 semaines au Sri Lanka dans 15 jours. Donc, du coup, je pense que là aussi c'est important de le dire. C'est de dire, bon, moi j'ai prévu ce voyage, donc si vraiment c'était indispensable pour vous, je pourrais prendre les dispositions. En revanche, comme c'est dans 15 jours, ça sera compliqué au dernier moment. Donc, vous ne mettez pas la pression à la personne, mais vous dites juste, voilà, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous pensez que bon, c'est vraiment un besoin immédiat, que vous allez prendre une décision très rapide et que vous préférez que je prenne mes dispositions maintenant? Est-ce que j'attends? Est-ce que pour vous, c'est possible de m'attendre dans un mois? Voilà. Parce que souvent, on se met beaucoup d'interrogations par rapport à toutes ces questions-là, en fait, et on n'ose pas les poser. Posez les questions. Encore une fois, c'est la façon dont vous allez les poser. Si vous montrez que c'est constructif et c'est pour que ça se passe le mieux possible, vous pouvez les poser. Alors après, on a des questions, effectivement, je trouve que c'est très intéressant, c'est la fin de l'entretien. Donc, sur la fin de l'entretien, moi, je pense que c'est très, très bien de faire un mail de remerciement si vous faites à ce moment-là un mail de suite à entretien argumenté. C'est-à-dire dire, par exemple, je vous remercie pour notre échange. J'ai particulièrement apprécié ça et ça. J'ai retenu du poste que, et c'est là que vous montrez ce que vous avez retenu. J'ai retenu du poste que, je suis motivé par, je me tiens à votre disposition pour. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si c'est juste pour dire merci pour l'entretien, ça ne sert à rien. Par contre, c'est un véritable plus si du coup, vous montrez de façon synthétique, en quelques lignes, que vous avez tout compris de ce qu'ils attendent et qu'effectivement, ça vous correspond. Là, ça peut être un vrai plus. Et après ce mail de remerciement, justement, pour poursuivre la question de Dylan, comment on peut et sous quel délai on pourrait relancer l'entreprise si on n'a pas forcément une réponse ou si on n'a pas eu l'information que l'entreprise allait revenir vers nous d'ici une semaine, 10 jours? Comment on pourrait justement essayer de relancer l'entreprise pour avoir un retour sur cet entretien-là? Alors, sur la question de la relance, c'est une question très importante. Alors, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'essayer de joindre téléphoniquement les RH. Parce qu'il faut vous dire que les RH, en général, alors, ça dépend. Si c'est une toute petite société, c'est jouable. Mais si vous êtes sur une plus grosse société, la RH, elle a à peu près peut-être 10 postes, 10 recrutements en cours, avec chaque fois à peu près 20 candidats par recrutement. Donc, quand vous allez appeler, vous allez dire je m'appelle Dylan, elle n'a pas du tout en tête forcément. Voilà. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est faire un mail. Mais surtout,
la première chose à laquelle je vous invite, c'est de ne pas finir l'entretien sans savoir la suite. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'entretien, vous demandez comment ça va se passer après. C'est-à-dire, est-ce que vous allez me rappeler, vous pensez que c'est à peu près dans quel délai? Est-ce que j'aurai donc un deuxième entretien avec un opérationnel? Est-ce que j'aurai éventuellement un troisième entretien? Voilà. Et quand est-ce qu'on a une réponse finale? Voilà. Vous commencez par ça. Et si vous voyez que les délais ne sont pas respectés, à ce moment-là, vous faites un mail en disant, peut-être dans la suite de votre mail, justement, de remerciement, en disant, ben, moi, je vous renouvelle ma motivation. J'avais cru comprendre que nous aurons une réponse dans cette période. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on aura une réponse? Autre question que vous pose souvent le recruteur, c'est aussi, il va vous demander, est-ce que vous avez d'autres entretiens en cours? Et est-ce que vous avez d'autres postes en cours? Donc là, c'est pareil, vous dites la vérité. Et si jamais vous avez une vraie question de timing, c'est-à-dire vous avez un poste en cours, vous devez répondre d'ici 2 jours, admettons, et l'entretien que vous venez passer vous intéresse beaucoup plus que l'autre. Vous dites la vérité. Vous dites, écoutez, là, moi, je suis très embêtée parce que c'est votre poste qui m'intéresse, mais je dois donner une réponse à l'autre dans 2 jours. Donc, est-ce que les délais sont compatibles ou pas du tout? Sans mettre la pression. Hein, mais vous dites, là, c'est pareil, parce que sinon, c'est des dilemmes que vous allez avoir, vous, encore une fois, partagés. C'est-à-dire que du moment que vous avez des besoins, que vous avez besoin de réponses à vos questions, dites-le. Du moment que vous le dites comme un besoin personnel, ça ne peut pas être pris de façon agressive. Après, si la personne vous dit, ben, nous, de toute façon, c'est que dans 3 semaines, vous dites, ben, écoutez, je vous remercie, de toute façon, sachez que je suis très motivée par votre poste, je vais réfléchir à ce que je fais pour l'autre. Voilà. Et peut-être la personne va vous dire, ben, laissez pas tomber, elle va peut-être aussi vous donner des conseils, mais dites-le. D'accord. Ensuite, il y a deux petits cas particuliers qui peuvent arriver lors d'un entretien. Comment ça peut se passer lors d'un entretien collectif? Je sais qu'il y a des entreprises qui se mettent ou qui le font depuis plusieurs années à passer des entretiens collectifs ou qui font passer des tests, par exemple, des tests de personnalité ou des tests de compétences avant ou pendant l'entretien. Comment ça peut se passer dans ces cas-là? Alors, pour les entretiens collectifs, effectivement, ça veut dire que vous avez plusieurs candidats sur un même poste. Il faut savoir que ce qui va être fait, c'est qu'on va vous observer. Donc, moi, je pense que si j'ai un conseil à vous donner, c'est, même si ça vous paraît très difficile ce jour-là, mais c'est soyez comme vous seriez dans l'entreprise. Je ne vais pas dire soyez naturel parce que vous ne serez pas naturel, puisqu'on est quand même en situation d'observation. Mais voilà, c'est-à-dire que si votre caractère, c'est pas d'écraser les autres, ben, essayez pas de répondre à toutes les questions et d'écraser les autres en vous disant c'est comme ça que j'aurai le poste. Si par contre votre caractère, c'est plus d'essayer de comprendre et de reformuler, ben, quand il y a une question, posez-en une en disant je voudrais être sûr que j'ai bien compris. Voilà. Parce que c'est ça qu'on va observer, c'est vos comportements. Et après, en général, après l'entretien collectif, c'est un premier écrémage, puis vous avez un entretien individuel. Donc, c'est effectivement le choix de l'entreprise. En général, quand il y a un entretien collectif, c'est que, en fait, c'est un peu comme si on faisait des assessments où on vous met en situation. C'est pour voir comment vous comportez en situation. Donc, si vous avez à gérer une crise ensemble et que vous êtes plutôt quelqu'un qui est toujours en train d'apporter des solutions, ben là aussi, apporter des solutions. Vous ne dites pas je suis en concurrence. Voilà, c'est ça que je veux faire passer comme message. Si vous êtes en entretien collectif, ne vous dites pas je suis en concurrence. Dites-vous je suis en mise en situation. Si j'avais un problème à résoudre, moi, tous les jours, là, si j'ai un problème à résoudre, comment je fais? Vous faites pareil. Parce que si vous dites que vous êtes en concurrence, vous n'allez pas agir comme d'habitude. Et donc, du coup, vous allez agir qu'avec l'idée, c'est un processus de sélection. Donc, agissez avec l'idée, voilà, je suis dans une situation, comment je gère cette situation? D'accord. Ensuite, au niveau des tests, donc, il se peut qu'on vous ait fait passer des tests avant. Il se peut qu'on vous ait donné les résultats informatisés des tests ou qu'on ne vous ait pas du tout donné les résultats des tests. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de demander les résultats des tests si vous pensez que ça a une valeur ajoutée. Et le contenu des tests peut être abordé pendant l'entretien. Donc, sur les tests, 2 choses. Déjà, premièrement, quand vous passez un test de personnalité, surtout, n'essayez pas de tricher. Parce que les 3/4 des tests sont faits en telle sorte que si vous voulez absolument montrer, par exemple, que vous êtes un leader, vous allez augmenter, répondre oui à toutes les questions leader, ben, ça va baisser un autre critère qui fait que du coup, votre profil ne va pas être cohérent. D'accord? Alors, la première des choses, et ce qu'on regarde dans tout le processus des entretiens, c'est la cohérence. Donc, surtout, essayez pas de tricher au test de personnalité. Ensuite,
suivant comment c'est pratiqué, donc aujourd'hui, moi je dis malheureusement, c'est mon avis, c'est que vous avez des profils qui sortent, qui sont des profils stéréotypés, voilà. Pour moi, j'ai jamais regardé les profils stéréotypés. Je suis formée à peu près une dizaine de tests. Pour moi, l'important, c'est au contraire le dialogue avec vous. C'est-à-dire dire, voilà, les tests donnent ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, ce qu'on va chercher à savoir si on va sur ce terrain, c'est comment vous réagissez. Est-ce que vous êtes conscient ou pas de ça? Est-ce que vous trouvez que ça vous correspond ou pas? Et si vous trouvez que ça ne vous correspond pas, il faut le dire. Si par exemple, le test dit que vous manquez d'organisation, vous pouvez très bien dire, ben, effectivement, j'ai peut-être pas une organisation matérielle très rigide. En revanche, sur mon organisation dans le temps, ben, c'est très, très clair pour moi. Donc, il ne faut pas hésiter à dire ce que vous en pensez et à illustrer par des situations concrètes. Si on vous dit, ben, vous paraissez très, avec un très bon relationnel, vous dites oui, ben, d'ailleurs, voilà. Hein. Donc, c'est ça. Donc, les tests, vous ne grugez pas. Si vous pouvez, en principe, vous avez toujours le droit d'avoir les résultats. Ne le faites que si vraiment vous en avez besoin, parce que si le recruteur ne vous le donne pas, il faut savoir que c'est partie des sujets qui l'énervent, même s'il doit le faire, hein, mais bon, c'est pas la peine. Hein. Et ensuite, donc, si là on parle, ben, à ce moment-là, profitez-en vraiment pour échanger avec lui sur le sujet. Et n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord. D'accord, Marina. Je vois qu'on arrive au bout du timing. N'hésitez pas à nous poser des questions hein, si vous en avez encore. En résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup est-ce qu'on pourrait rappeler les grands principes de comment réussir un entretien et qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement pour résumer tout ce qu'on vient de dire? Peut-être en résumé, se dire vraiment que vous allez avec cet entretien pour être sûr que vous avez envie de travailler avec ces personnes. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, du coup, vous préparez toutes les questions qui vont vous permettre de vérifier ça. Et ensuite, pendant l'entretien, effectivement, vous vous adaptez hein, à ce qui est demandé par le recruteur, mais toujours dans cette idée de est-ce que j'ai moi assez d'informations pour me faire mon idée sur ce poste et sur cette entreprise? Et si vous n'en avez pas assez, alors n'hésitez pas, voilà, quelque chose qui me paraît important, n'hésitez pas par exemple à dire moi j'ai besoin de visiter l'entreprise. J'aimerais voir les locaux. Si c'est un site de production, j'aimerais pouvoir aller dans les ateliers pour me rendre compte. Donc n'hésitez pas à faire toutes les demandes qui vont pouvoir éclairer votre choix, puisque au bout du compte, même si vous avez très envie d'être pris, c'est quand même vous qui choisissez. Et si jamais pendant l'entretien, alors que vous rêviez de ce poste, vous avez des signaux d'alerte, creusez. Si par exemple, on vous dit telle chose et vous n'y attendiez pas, ben, creusez. Dites, ah bon, il y a du travail de nuit, ça veut dire que certaines fois, je vais devoir creuser parce que, effectivement, c'est peut-être là que vous allez vous apercevoir que c'est finalement pas le poste de vos rêves. En tout cas, autre chose, c'est faites-vous confiance. Voilà, je pense qu'il y a une seule chose à retenir, c'est préparer et ensuite, faites-vous confiance. Merci beaucoup Marina. On arrive du coup à la fin de ce dernier webinaire, de cette série de webinaires destinés aux apprentis sortants. N'hésitez pas à visionner, revisionner ce webinaire et les autres webinaires préparatoires en replay sur la chaîne de FormaSup. Ils sont disponibles pendant au moins un an, voire plus. Donc n'hésitez pas, ça peut toujours vous aider pendant votre recherche. Merci à vous, merci beaucoup Marina. Avec plaisir. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.